ce qui lui a valu désormais le pseudonyme de Docteur Ebola. Incroyable, Docteur Ebola. Dans la région de Bandundu, ville de Kikwit, épicentre de l'épidémie, et à l'échelle nationale, le docteur Moupapa a agi au péril de sa vie. Peu le font. Politiquement très engagé et militant de première heure, durant ses années universitaires à Kinshasa, il a fini par adhérer à l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, en 1986. Donc, on peut dire qu'il y a déjà une belle expérience politique, un bel engagement. Il a occupé respectivement les fonctions de conseiller auprès du président national et membre du collège de président de l'UDPS, M. Vincent, pardonnez-moi la prononciation, Bakwen. Conseiller puis coordonnateur adjoint au bureau de la représentation de l'UDPS en France jusqu'en 2006. En 2013, il décide de tourner la page de ce parti pour créer, avec un groupe d'amis, l'association de la loi 1901 dénommée la Fédération des démocrates et républicains congolais, le FEDER. Ceci le 30 juin 2013 à Paris. Le docteur Donald Moupapa est un républicain social-libéral, mais désireux de rassembler toutes les compétences nationales, de tendance libérale. Il est partisan d'une 4e république qui devrait voir le jour dans un pays réunifié et rassemblé. À rebâtir autour d'un seul idéal, le Congo pour tous, et de vivre ensemble. En d'autres termes, dans la vision du docteur Moupapa, comme celle de son parti, la refondation de la République démocratique du Congo va reposer sur les projets. Il est temps maintenant pour moi d'inviter notre candidat pour l'appel de Paris, le docteur Moupapa. Mesdames et messieurs, nous passons au vif de notre conférence d'aujourd'hui. C'est l'appel de Paris. Face au risque des chaos, dû au dérapage, à l'échec et à l'incapacité du pouvoir actuel de poursuivre le processus démocratique chèrement acquis et au prix du sang, moi, docteur Moupapa Kibadi, candidat déclaré, triomphe enfin dans mon pays. Aujourd'hui, j'en appelle à tous de se rassembler autour de ma candidature pour qu'enfin cesse l'actuel simulacre de démocratie, afin que l'espoir revienne dans le cœur de mes compatriotes et qu'advienne une république véritablement démocratique, comme son nom l'indique, République démocratique du Congo. Aussi, j'appelle en tout premier lieu le président Joseph Kabila Kabange au respect de la Constitution. Je l'appelle à suivre en cela l'exemple du président béninois Yali Boni et tant d'autres, afin d'épargner à notre cher et beau pays et à tous les Congolais un autre cycle de violence et de chaos. Je l'appelle à sortir de son mythisme et enfin s'exprimer clairement devant le peuple et devant Dieu sur le respect de la Constitution afin d'apaiser le climat politique et de mettre fin à cette confusion volontairement entretenue. Je l'appelle à respecter son serment de fidélité en qualité de garant de la Constitution de la République. J'appelle aussi l'ancien Premier ministre Antoine Gizenga, seul soutien politique du général président Joseph Kabila Kabange, et dont je sais qu'il a l'oreille à lui faire comprendre
qu'il a l'obligation de faire une passation démocratique du pouvoir le 20 décembre 2016, dans le respect de la Constitution et dans le respect de la démocratie. À défaut, il sera, lui et ses complices, seuls responsables du chaos qui ne manquera pas d'éclater dans notre pays, car le peuple congolais est vent debout et prêt au sacrifice suprême. Aujourd'hui, mon pays ressemble à un bateau en déperdition dans l'océan Atlantique, sans capitaine ni boussole. C'est pourquoi, en ma qualité de docteur, médecin urgentiste et de sauveur de vie, je lance un cri de détresse et d'alarme, un appel au secours au monde entier, car il y a plus qu'une urgence vitale au Congo. Avant que cela ne soit trop tard. Aujourd'hui, je lance donc un appel à l'aide, au soutien politique et diplomatique aux organisations internationales, l'ONU par la MONUSCO, l'OIF, l'Union africaine, au gouvernement européen, aux pays amis, notamment la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les États-Unis, pour contribuer à la tenue des élections présidentielles et législatives crédibles et transparentes dans les délais constitutionnels le 28 novembre 2016. Je lance enfin un appel à tous les candidats congolais déclarés et non déclarés à l'élection présidentielle de 2016 à nous réunir à Paris, en France, dans quelques mois, dans un forum pour demander à l'ONU et à d'autres organisations internationales de prendre en main l'organisation et la supervision des élections ainsi que la protection des candidats. Car la CENI n'est indépendante que des noms. Elle n'a ni les moyens logistiques, ni le pouvoir de contraindre un gouvernement complice, irresponsable et sourd-muet à débloquer des fonds nécessaires à l'organisation des élections crédibles dans un climat politique apaisé. Promouvoir enfin l'émergence d'une alternance démocratique porteuse de changements pour un renouveau d'une république démocratique digne et fière de son destin. Une république démocratique exemplaire pour tous les continents africains. Vous le voyez, la situation est grave, mais aussi, grâce à nos ressources, grâce au rassemblement de tous les Congolais, grâce à l'aide des divers acteurs de bonne volonté de la communauté internationale, que j'appelle à agir en conformité des principes démocratiques et des développements humains. Car les mots qui frappent mon pays, notre pays, votre pays, ne sont pas une fatalité. Les solutions sont là. J'en appelle donc à la vigilance et à la résistance du peuple congolais à faire échec aux manœuvres d'un coup d'État constitutionnel qui se profile à l'horizon. Chers compatriotes, je suis prêt et déterminé à aller au front et remporter la présidentielle, en dépit du danger, des obstacles, et des intrigues. En vérité, j'ai la volonté d'établir une nouvelle république assainie et démocratique.
depuis des années. De tous les gouverneurs, de tous les présidents français qui ont suivi. Et je dois dire que une partie de mes responsabilités se sont jouées en Afrique. J'ai été secrétaire d'État aux Affaires étrangères, j'ai été ministre de la Coopération. J'ai été au premier festival des Arts Nègres à Dakar avec André Malraux. Bref, j'ai beaucoup travaillé en Afrique et je continue à le faire d'une certaine façon, puisqu'aujourd'hui je préside en effet le Conseil national des Français pour la diversité. Eh bien, en raison des liens que j'ai avec votre continent, du fait que j'ai connu moi-même tous les chefs d'État africains depuis les indépendances, j'ai même connu, je crois, être le seul membre d'un gouvernement occidental à avoir vu Nelson Mandela en prison, dans l'île où il a été enfermé 28 ans. Et je dois dire que mon témoignage, c'est simplement que j'ai été convaincu par le plaidoyer du docteur Moupapa Kibadi en faveur de son pays. C'est vrai que la République démocratique du Congo est un des pays potentiellement les plus forts d'Afrique, à un moment où l'Afrique va connaître, dans les 20 ans qui viennent, un fort développement. C'était l'Asie les 20 dernières années, ça va être l'Afrique maintenant. Il serait quand même paradoxal que la République démocratique du Congo ne soit pas aux premières loges de ce progrès. Eh bien, je crois que, docteur, vous représentez en effet l'avenir de ce pays. Vous êtes habité par votre projet, qui est très complet. Et je pense que si j'étais congolais, je ne suis pas, ça n'est parfait, mais je voterai pour vous aux élections présidentielles. TV Afrique Nouvelle pour une grande émission en compagnie d'un candidat à la présidence de la République, M. Dona Moupapa Kibadi, et pour nous parler des élections présidentielles à venir de la République démocratique du Congo. En compagnie de ma consoeur Yasmina Lalou et William Etoutou, Monsieur le Président, donc nous allons vous interroger sur les grandes questions qui concernent votre pays, les questions politiques, économiques et sociales. Mais avant cela, comme d'habitude, nous allons donc brosser votre portrait. Vous êtes donc docteur Dona Moupapa Kibadi, vous êtes né le 31 décembre 1959 à Mokamo, dans la province de Bandungu, en République démocratique du Congo. Vous avez entamé des études primaires à Kikwit, à l'école élémentaire de Saint-Louis. Vous obtenez le baccalauréat scientifique, option biologie-chimie au collège Saint-Théophile et dans la commune de Lemba. Et vous avez donc intégré la faculté de médecine de l'université de Kinshasa et obtient le doctorat en médecine. En 1989 à 1997, vous devenez professeur assistant au département de biologie médicale, option microbiologique.
et en 1997 une bourse et un stage en Allemagne. Et vous mettrez au point la méthode ELISA pour diagnostiquer le virus Ebola. Vous êtes donc bardé de diplôme, Monsieur Moupapa, et vous êtes urgentiste et membre de l'ordre des médecins en France. Sur le plan politique, vous êtes conseiller, vous étiez plutôt donc conseiller de l'un des fondateurs du parti UDPS en 1986, coordinateur de ce même parti en France de 2000 à 2006. Vous décidez donc de prendre les choses en main et lancer votre propre mouvement dont aujourd'hui vous êtes donc ici pour parler de ce mouvement et également de votre candidature à la présidence de la République. Alors donc le pays pour lequel le docteur Donald Moupapa s'est engagé à sortir du chaos, la République démocratique du Congo, superficie 2 345 000 km², donc un géant de l'Afrique, 81 millions d'habitants, et un régime semi-présidentiel, les grandes villes du pays, Kinshasa, la capitale, Lumumbashi, Kananga, Goma, Kisangani, Bukavu, pour ne citer que de ceux. Docteur, donc votre adversaire, votre futur probable adversaire est le président actuel de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Il est né le 4 juin 1971 à Véébora, dans le territoire de Vizi, province du Sud Kivu. Il devient président de la République en République démocratique du Congo depuis l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier 2001. Après 2 mandats, la Constitution ne lui autorise plus à se représenter, mais les Congolais le soupçonnent de chercher à contourner cette Constitution pour briguer un 3e mandat. Donc, la date officielle des élections est fixée en novembre 2016. Monsieur le Président, donc vous aurez l'occasion de nous parler de tout cela. Bonsoir. Bonsoir. Très bien, donc, Monsieur le Président, donc, en compagnie de ma consoeur Yasmina Lalou et journaliste William Etoutou, donc nous allons passer 1 heure de temps au temple de la presse parisienne, ici au Presse Club, donc pour nous parler de votre pays, un pays que vous connaissez très très bien et que vous aimez également. Donc votre déclaration de candidature a rencontré beaucoup de succès et les Congolais, et bien évidemment, attendent un messie, comme on dit, quelqu'un qui peut sortir ce pays, ce géant d'Afrique, dans le camp. Alors, Monsieur le Président, ma première question, c'est d'abord savoir comment allez-vous? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais très bien sur le plan de santé. Je vais bien et en bonne santé. Voilà, donc pour entamer cette campagne, je suis très en forme, très physiquement, mentalement. Et si vous allez bien, et comment va le Congo alors? Ben, le Congo, mon pays, ne va pas bien, puisque vous savez très bien, le climat politique n'est pas serein. Pourquoi? Puisque il y a une crise politique qui est actuellement entretenue par une confusion. Cette confusion est entretenue par le pouvoir en place, puisque nous sommes en face d'un régime semi-présidentiel, comme vous avez dit, avec une constitution, une loi fondamentale qui définit le pouvoir, les mandats, et jusque-là, les choses ne sont pas claires. Et c'est pourquoi il y a en fait cette crise qui est une crise qui est entretenue, et je pense que le problème à ce niveau-là, c'est le manque de respect de la Constitution. Pourquoi on ne respecte pas la Constitution de notre pays? Puisque cette Constitution est claire. Oui. Nous allons tout à l'heure y venir. Yasmina. Oui, justement, nous allons y venir, et auparavant, je voulais aborder la question des réformes constitutionnelles ou des tentatives de réforme constitutionnelle qui parfois ont plus ou moins avorté dans la douleur, mais certains chefs d'État ont quand même réussi à contourner cette limitation des mandats dans d'autres pays africains.
et parfois avec, comment dire, une sorte de, de consentement passif de la population, parfois avec justement dans la révolte, où il y a eu des conflits plus ou moins violents, parfois pas loin, on est passé pas loin de la guerre civile. Est-ce que vous pensez que ce risque-là de conflits violents, voire de guerre civile, est possible, est un risque qui n'épargnerait pas forcément la RDC? Je suis là pour parler de cela, puisque moi, en tant que médecin, j'aime bien la prévention. Donc, si j'ai fait cet appel du 19 janvier, c'était pour alerter l'opinion nationale et internationale pour éviter justement la violence. Donc, la violence de la part du pouvoir en place et qui va créer une violence de la population qui va réagir violemment, puisque leur droit est bafoué, puisque par le non-respect des règles du jeu démocratique. Voilà. Si les règles du jeu démocratique sont respectées, il y a un climat bien apaisé et les élections vont se dérouler normalement, comme ça s'est fait aujourd'hui au Bénin, comme ça se prépare aux États-Unis. Il n'y a pas une crise politique. Nous avons un gouvernement responsable qui est là et nous avons un président sortant. Alors je ne vois pas pourquoi il y a crise politique. Je ne vois pas. Vous me parliez tout à l'heure d'un projet, d'une initiative que vous avez programmée, qui est de réunir tous les candidats un dialogue pour désamorcer cette possibilité de violence. Est-ce que vous pensez que tous les candidats vont répondre présent, y compris le président en place actuellement, si il, comment dire, il ne sera pas forcément candidat officiellement, mais est-ce que vous pensez qu'il peut prêter son soutien moral, en tout cas à cette initiative-là? Je vais l'appeler comme ça puisque j'ai fait un appel, l'appel des paris. Je fais l'appel des paris pour apaiser le climat politique chez nous, pour prévenir cette violence, pour prévenir ces coups d'État constitutionnels qui se profilent à l'horizon. Alors, comment nous pouvons prévenir ça? Nous pouvons prévenir cela par une volonté politique. Et cette volonté politique doit animer tous les acteurs politiques pour éviter un bain de sang. Et moi, je suis pour les rassemblements de tous les leaders politiques qui ont des ambitions de briguer la magistrature suprême en 2016. Et comme le climat au pays, c'est l'insécurité totale, on n'est pas en sécurité pour s'exprimer librement. Pourquoi je les appelle à nous réunir à Paris et le président Kabila sera invité, puisque s'il manifeste la volonté de se présenter alors que la Constitution lui interdit, ben, s'il veut participer comme président sortant, il sera encore très content. Et le 31. Donc c'est 2 jours, je vais voir avec tous les candidats, déclarés et non déclarés. Donc ils auront une invitation et ils vont nous dire de ces dates laquelle les conviennent. Oui, donc je vais sortir de cette réunion, de cette rencontre. Oui, je suis confiant, puisque Paris, c'est une capitale où il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme et il y a eu l'accord de COP21. Donc c'est une capitale où vraiment il y a beaucoup de chances de trouver des accords. Et moi, je pense que c'est un atout pour nous. Et l'Europe étant le centre de l'Occident, de convergence entre les États-Unis, l'Asie et l'Afrique, je pense que c'est les lieux privilégiés où nous pouvons nous entendre ici et tous ensemble, nous allons trouver une solution. La solution, c'est laquelle en fait pour moi? Moi, je pense que la solution est au niveau de conviction d'abord, que nous soyons tous d'accord de prévenir la violence. Comment prévenir la violence? Il ne faut pas aller vers une confrontation. Et le pouvoir en place, M. Kabila, a été en fait désavoué par un groupe
de partis politiques qu'on appelle le G7 qui étaient avec lui. Et dans la majorité présidentielle, ils ont dit qu'il avait des idées suicidaires et que son plan est suicidaire. Pourquoi? Puisqu'il veut rester au pouvoir ad vitam aeternam. Et là, c'est pas normal. Moi, je pense que s'il veut vraiment que le climat politique soit apaisé, il doit les déclarer ouvertement qu'il n'est pas candidat et qu'il est sortant et qu'il va respecter les délais constitutionnels. Nous avons largement le temps. On a au moins plus de 9 mois pour organiser une élection présidentielle. Nous avons vu en Centrafrique, ils ont eu 3 mois seulement pour organiser une élection transparente et tout le monde était d'accord. Et il n'y a pas eu de violence. Alors qu'eux, là-bas, ils sont divisés entre musulmans chrétiens et c'était encore difficile d'organiser des élections dans ces climats. Mais chez nous, on n'a pas ça. Oui, donc, je ne vois pas, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, la CENI manque de moyens logistiques. Oui, qu'est-ce que la CENI cherche? C'est l'argent pour organiser les élections transparentes. Et nous demandons à la communauté internationale qui est prête. Les États-Unis sont prêts à nous aider, comme d'habitude. Ils nous donnent de l'argent. Ils sont prêts à soutenir le processus et les scrutins. Mais qu'est-ce qui manque? C'est un calendrier clair. C'est la volonté politique du président Kabila de déclarer librement qu'il est partant. En tant que président sortant, il devrait organiser les élections et à nous, les opposants, de nous organiser aussi pour voir s'il y a des primaires à faire par rapport aux candidats, les dauphins des Kabila. C'est ce que nous attendons, c'est les dauphins des Kabila. Que le PPRD ou la majorité présidentielle désigne un dauphin. Voilà. Et là, ça va apaiser les climats. Il n'y aura plus de suspicion. Et chez vous, et les gouverneurs de province, les députés, les sénateurs, et donc comme vous parlez de la CENI, donc pensez-vous que cette CENI, d'abord parce que les partisans du pouvoir disent que la CENI n'a pas les moyens de financer toutes ces élections, donc est-ce qu'il n'y a pas de risque aussi de glissement pour les présidentielles? Il y a eu des élections au niveau local, des élections provinciales. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'aujourd'hui, les députés provinciaux, les gouverneurs et les sénats ont fait un glissement. Il n'y a pas eu des élections en 2012. Ça devait être remplacé en 2012. Alors, après les élections présidentielles, où il y a eu énormément un hold-up électoral, ça a tout le monde laissé. Les observateurs internationaux étaient catégoriques. L'Église catholique qui avait déployé 30 000 observateurs était clair que ces élections ne reflétaient pas la réalité des urnes. Ça, nous le savons. Et la fraude était estimée au-delà des 3 millions de voix, avec de preuves palpables. Et malheureusement, le président Kabila, qui était surpris avec de bulletins pré-remplis et tout, devrait normalement, selon la loi électorale, être sanctionné. Mais tout le monde a dit, si on mettait de côté les 3 millions de voix touchées, ça ne changerait pas l'ordre d'arrivée, sans tenir compte de la loi électorale. Ici en France, ça serait un grand procès. Nous avons vu le cas Tibéri, le cas beaucoup de cas ici, vous savez très bien. On annule les élections. Soit on reprend les élections, ou alors on exclut carrément du candidat qui a été surpris en flagrant délit de fraude. Chez nous, on s'est plaint de dire non, ça ne change pas l'ordre d'arrivée. Mais c'est aberrant. Yasmina? Oui, en otage finalement de ces élections. Est-ce que vous ne pensez pas, on a vu récemment l'exemple du Burkina Faso, qui justement a été est passé pas loin de la guerre civile, en tout cas de la crise de violence, mais qui justement a su désamorcer cette violence-là.
le président Blaise Compaoré voulait manifester une volonté de se maintenir au pouvoir au-delà de son mandat. Il y a eu un coup d'État et la transition justement électorale pour préparer les élections de manière sereine a quand même aussi failli avorter. Disons que c'était tendu, mais finalement le peuple burkinabé a quand même donné une leçon à l'Afrique, une leçon justement de paix, parce qu'ils ont réussi quand même à faire arriver un nouveau candidat. Marc Christian Kaboré est arrivé dans un climat électoral apaisé. Bien sûr. Donc c'est une leçon, c'est un modèle. Vous ne pensez pas qu'on pourrait s'en inspirer pour la RDC? À suivre. Puisqu'il y a eu d'abord une révolution. Et cette révolution a abouti à des morts. Ok? Et le président Blaise Compaoré est parti par la force, hein, par cette révolution populaire. Alors, et tout le monde a dit c'est les débuts du printemps subsaharien. Hein, le printemps subsaharien. Donc c'était comme un début des révolutions subsahariennes. Mais donc pour moi, ce n'est pas un bon modèle. Le bon modèle pour moi, c'est les Bénin. C'est les Bénin. C'est-à-dire un président sortant qui accepte librement de partir, de préparer les élections. Voilà sa succession. Et il a même désigné son Premier ministre comme dauphin. Et il a fait dans un climat apaisé. Et il a d'abord déclaré qu'il n'était pas candidat à sa propre succession puisqu'il était en fin mandat. Et il n'a pas convoqué un dialogue. Il est parti librement. Voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est le modèle à suivre. Donc le cas burkinabé, pour moi, c'est un cas qui a failli déraper à deux fois. C'est-à-dire, il y a eu le départ du président Blaise Compaoré, et après il y a eu un coup d'État militaire, et heureusement que la communauté internationale et la France a pesé, ils ont pesé de tout leur poids pour empêcher une prise du pouvoir par la force. Alors c'est le général qui contrôlait tout. C'était en fait la garde présidentielle. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a aussi une garde prétorienne qui est là. Donc c'est exactement ces cas de figure. Moi, je ne voudrais pas vraiment dire que le Congo va ressembler au Burkina Faso. Je préfère que ce soit les cas du Bénin. Et si on parle un peu des Congo a enregistré un taux de croissance de 8% en 2014 et une inflation à 1,2%. Et que pensez-vous de ces chiffres? Est-ce que vous pensez que ce sont des chiffres crédibles? Oui. Les économistes du monde, c'est vrai. Le Congo est en croissance, une forte croissance, et c'est 8,2%. Mais avec 8,2%, je ne vois pas non plus pourquoi ces gouvernements cherchent de l'argent pour organiser les élections. En France, on a 0,6%. Et les élections ont eu lieu. Non? On a eu des élections provinciales et on va avoir des élections présidentielles. L'élection présidentielle en 2017. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, pour moi, par rapport à cette croissance, c'est vrai, le Congo est un pays d'avenir. Donc, s'il y a un climat de paix, un climat d'affaires, nous allons faire en fait un taux de croissance à des chiffres. Et ça, c'est très promoteur. Oui, votre pays donc est considéré comme l'un des plus riches d'Afrique, hein, de par son sous-sol. Ouais. Et pourquoi le Congo reste aujourd'hui dans le classement du FMI comme pratiquement l'un des pays les plus pauvres? Est-ce que c'est la mauvaise gouvernance ou bien c'est parce que c'est la mauvaise volonté? C'est vrai, le pays est confronté à une mauvaise gouvernance. Ça c'est vrai, c'est tout le monde qui l'a dit, et nous sommes on était les derniers par rapport à l'indice de développement humain. Alors, et là, on a gagné cette place, donc on est 8 derniers. Alors qu'avec Mobutu, l'objectif 80, c'était de placer les Congos premiers
deuxième ou troisième. Quatrième place, nous avions dit non. Aujourd'hui, on est les derniers. Donc, je vous dis sincèrement que nous avons une potentialité naturelle et humaine non négligeable. Et s'il n'y a pas de corruption, s'il n'y a pas de malversation, et s'il n'y a pas de détournement, les Congo peuvent faire des chiffres jusqu'à plus de 100 milliards par an. Il faut assainir cet espace économique. Donc, et c'est pourquoi moi, dans mon programme, j'ai mis en priorité cette bonne gouvernance économique, et ça passe par d'abord la pacification du pays, puisque c'est le critère numéro 1 dans pour attirer, bien sûr, des investisseurs vers le Congo, puisque c'est un pays très attractif. Il suffit simplement de pacifier ces pays sur tout le territoire national. Si le pays est pacifié aujourd'hui, j'ai eu des entretiens avec des investisseurs étrangers, que ce soit anglo-saxons ou francophones, ils sont prêts à investir au Congo. Mais il faut d'abord la paix et lutter contre la corruption, bien sûr, la malversation financière, et ensuite remettre les cadres, bien sûr, macroéconomiques, et tout ça, ça sera, à ces moments-là, ça va booster notre économie, puisqu'il y aura appel des investisseurs. Les investisseurs viendront, ils vont créer des PME, des PMI et les commerces. Et à ces moments-là, moi j'ai dit dans mon programme qu'il y aura une création d'une classe moyenne. Parce que chez nous, ça n'existait pas. Donc avec cette classe moyenne, bien sûr, il y aura la croissance, bien sûr, et la consommation sera boostée. Nous avons 81 millions d'habitants. Ben, c'est énorme, c'est un grand marché. Vous voyez? Alors là, on a essayé avec les opérateurs économiques, les opérateurs téléphoniques. Mais aujourd'hui, les Congolais achètent jusqu'à 3 millions, jusqu'à plus de 30 millions d'appareils téléphoniques. Ils ont 2-3 appareils téléphoniques. Mais c'est un grand marché. Vous voyez? Alors, ben c'est voilà. Donc moi, j'ai une question qui conforte et audible au niveau local, en RDC. Est-ce que la presse, est-ce que la population, est-ce que les figures des partis politiques qui sont dans l'opposition ont une liberté d'expression et une liberté de, comment dire, de manifestation, oui, tout à fait, suffisante pour pouvoir un petit peu dire quelle est la réalité politique, démocratique de la RDC. Pour la République démocratique du Congo. Et quand on parle de la République d'abord, les valeurs républicaines doivent être respectées. Donc la liberté, l'égalité, et ça, bien sûr, par rapport à la liberté, il n'y a pas de liberté d'expression. Ni de presse. Ni de presse. Alors, il y a des assassinats de journalistes, ça vous le savez très bien, je ne vais pas les dire ici, il suffit d'aller consulter les rapports de Journalistes sans frontières, vous allez retrouver les noms des journalistes congolais tués. Ils partent soit par des accidents, soit abattus chez eux, et c'est vraiment énorme, et je déplore cette situation. Et sur les terrains, vous avez vu, le 19 janvier 2015, la population est descendue dans la rue pour manifester de façon pacifique, avec des rameaux, pour dire non à la modification de la Constitution. Mais quel était le résultat? Cette manifestation a été réprimée dans le sang, dans un bain de sang, en utilisant des armes lourdes contre une population paisible qui n'avait rien. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était des pilleurs qui ont été tués par des gardes. Comment un garde, ici nous avons des surveillants des magasins, ils ne sont pas armés. Alors comment au Congo, le garde des magasins peuvent être armés lourdement
Non, c'est pas vrai. Donc c'est là le problème. C'est-à-dire qu'il y a un déni de démocratie et la réalité c'est qu'il n'y a pas une liberté d'expression et il n'y a pas une liberté de manifestation. C'est pourquoi l'opposition est contrainte de s'exprimer à l'étranger. Et il y a eu cette réunion que vous avez vue à Dakar, et les gens, l'opposition est allée se réunir là-bas. Et il y a eu encore des répercussions, ils ont été menacés à l'air descendre de l'avion à Kinshasa. Donc la campagne électorale de la RDC se déroule à l'étranger. En fait, à défaut de pouvoir, pour l'instant, se dérouler au niveau... Sur le terrain. C'est malheureux puisque nous demandons justement que nous soyons protégés. Non, nous soyons protégés puisque cette armée, soi-disant, c'est une armée nationale qui devrait protéger tout le monde, tous les citoyens et leurs biens. Mais aujourd'hui, les gens ont peur de manifester, ils ont peur même de se réunir. Alors, dans quelle démocratie avez-vous déjà vu ça? Donc, c'est pas normal. Donc, c'est pourquoi nous demandons à la communauté internationale de faire la prévention pour les élections de 2016. Qu'on ne laisse pas les gens ou la population congolaise et leurs leaders se faire massacrer. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait cet appel du 19 janvier où j'ai appelé la communauté internationale à nous protéger. Voilà. Vous êtes donc les gens, mais à votre avis, est-ce qu'on peut faire partir Kabila par les urnes? Notre formation avait dit, il nous avait promis une passation civilisée du pouvoir entre le président entrant et M. Kabila, qui est le président sortant. Donc nous n'attendons que ça. Pourquoi faire recours à la force pour faire partir un démocrate? Si Kabila est démocrate, il n'y aura pas de trouble. S'il n'est pas démocrate, ben il va s'opposer et il ne va pas partir. Et à ce moment-là, la population va se référer à la Constitution. C'est pourquoi on a évoqué l'article 64. Oui, donc, donc vous, si vous êtes élu, par exemple, docteur, quelles seront vos toutes premières mesures politiques et économiques pour votre pays? D'abord, je vais m'attaquer à la paix. Il y a 3 axes chez moi. C'est instaurer une paix durable. Ok? Et par cette paix, nous allons travailler l'axe de la justice et nous allons donner du travail à tout le monde. Donc, au niveau de la paix, nous allons réformer l'armée, puisqu'il faut créer ces climats d'affaires. Et nous allons réformer l'armée, la police et les services de sécurité. Ça nous manque. Il faut pacifier l'Est du pays. Et ensuite, au niveau de la justice, il faut qu'il y ait une séparation de pouvoir. Voilà. Et il faut qu'il y ait des institutions fortes et une séparation du pouvoir. Donc pour moi, les juges vont avoir du boulot, puisqu'il y a beaucoup de criminels, que ce soit sur le plan économique que sur le plan de la sécurité. Il faut pacifier tout. Voilà. Et ça, c'est vraiment au niveau de la justice. Et au niveau du travail, nous allons nous atteler d'abord à réduire la pauvreté, donner le minimum vital aux Congolais pour qu'ils retrouvent des sourires. Comment? Donc, nous allons créer une agence d'emploi. D'abord, recenser tous les chômeurs et créer, en fait, des formations. Nous appelons, je vais créer une école de la seconde chance à tous les enfants qu'on appelle les enfants de la rue, à tous les Koulouna qui sont des enfants qui sont délaissés, qui n'ont plus, qui sont déshérités et qui n'ont pas de soutien et qui font les désordres dans la ville. Alors, en rançonnant des gens, de paisibles citoyens. Et ça, ces phénomènes vont s'arrêter dès qu'ils auront du boulot. Ils seront reclassés dans des associations et dans des centres de formation. Après la formation,
ils seront reversés dans le système de l'emploi. Donc nous aurons en fait une politique de l'emploi et donner un minima c'est-à-dire nous allons revenus. Oui, des revenus. Et même moi je proposais qu'on puisse donner en fait une petite allocation à tous les chômeurs. Et ça c'est possible avec ce que nous avons comme richesse. Nous pouvons faire une bonne redistribution des richesses puisque nous allons produire. Et d'abord, nous devons assainir l'espace économique. Et ça, arrêter, lutter contre la corruption. Et en luttant contre la corruption, les détournements, et nous allons maximiser les recettes. Et avec ça, nous allons produire et redistribuer. Voilà. Et le peuple retrouvera les sourires avec moi. Et même, la santé, pour moi, est primordiale. Mais la première priorité, c'est la sécurité. Deuxième priorité, les sociales. Troisième priorité, la santé. Mais tout se résume en 3 mots. Donc, la paix, la justice et les travaux. Alors justement, la paix et la sécurité, est-ce que vous pensez que réformer l'armée ou la police suffira à régler les conflits comme ceux qui ont lieu au Nord Kivu et puis leur lot de viols de guerre qui sont innombrables, dont on parle beaucoup aussi, qui sont, comment dire, qui sont une réalité depuis plusieurs années malheureusement et pour l'instant ça perdure. Ouais. Est-ce que la réforme des uniformes, si je puis dire, suffira à régler ce genre de conflit? C'est-à-dire quoi? Il y a un manque de volonté politique pour résoudre la crise de l'Est. Ok? Il y a des groupes armés, il y a des seigneurs de guerre dans un pays démocratique où il y a des élections qui se passent à l'ouest et à l'est on fait des élections et pendant les élections il n'y a pas de troubles, il n'y a pas de guerre. Tout le monde vote, on ne sait pas comment. Et après les élections, il y a des viols, il y a des guerres et tout ça. Donc pour moi, la solution est politique. Il suffit d'avoir un leadership. Ok? Un président solide, très fort, avec des idées claires, une bonne vision, tout va s'arrêter. Pourquoi? Puisque je vais réformer, dans la réforme de l'armée, il y a d'abord l'équipement. Si nous avons des drones, si nous avons des avions, des hélicoptères, on va faire de la prévention. Alors, on va ratisser cette zone de l'Est, et il y a la MONUSCO qui est là, avec 20 000 hommes et des blindés. Qu'est-ce qui manque? C'est la volonté politique de nos dirigeants qui ne donnent pas un bon programme pour avoir l'appui de la MONUSCO. Oh, la MONUSCO est là, ce n'est pas la MONUSCO qui doit aller devant, mais c'est nous d'abord de faire un plan de sécurité. Elle est là à titre de soutien seulement. Voilà, la MONUSCO viendra en soutien et logistique. Et le soutien est là. Mais pourquoi il y a FDLR? Il n'y a que 500 combattants. Nous sommes 80 millions. Attendez, ce n'est que la volonté politique qui manque. Moi, je peux aligner, en 2 ans, former même 3 millions de militaires, des réserves. Donc, et avec 3 millions de réserves, des unités de 500 personnes ou 1500 personnes, ben je vais éradiquer tous ces phénomènes. C'est rien du tout. Pour moi, je suis confiant que c'est possible. C'est possible dans un pays qui a 81 millions d'habitants, 1500 personnes. Encore faut-il le vouloir. Ben voilà, justement. Donc c'est trop facile. Avec l'argent que nous avons, avec les sous-sols que nous avons, nous pouvons acheter des avions de chasse ici, hein, chez Dassault Aviation, jusqu'à 20. L'Égypte n'a pas des ressources minières que nous avons, n'a pas des ressources naturelles que nous avons. Ils ont acheté plus de 25 avions. Alors pourquoi pas chez nous? Je vais les faire, moi. Quand je serai au travail, au pays, sous ma présidence, nous allons acheter des avions de chasse pour éradiquer toutes ces rébellions, quadriller, protéger les personnes et leurs biens. Voilà. Et surtout la femme, qui est martyrisée aujourd'hui, qui est utilisée
comme arme de guerre, les viols, et les même enfants des aussi. enfants Oui. qui sont violés. Le docteur Mukwege est passé partout pour dénoncer ça. Et moi, je suis de cœur avec lui. Donc, je l'appelle aujourd'hui pour qu'il puisse me rejoindre dans cette lutte. Et ensemble, la solution est politique. Voilà. Effectivement, Donc, s'il m'entend maintenant, qu'il vienne, qu'il prenne contact avec moi et nous allons résoudre ces problèmes. effectivement, Moins il a de beaucoup temps. contribué Et à faire. l'heure est grave, j'ai dit, il y a urgence vitale au Congo. Et Voilà. je crois que l'appel sera entendu. Donc moi, je...